Le livre d'Alain Botton est publié aux éditions Phage, qui sont des Lyonnais. Et plusieurs années de travail de la part d'Alain, qui a travaillé durant une quinzaine d'années au musée Pompidou. Donc il a vu défiler des œuvres de toutes sortes, il s'en est nourri. Et donc Duchamp a été pour lui une forme de révélation. Il a donc écrit ce livre, Duchamp, Marcel Duchamp par lui-même, ou presque. Marcel Duchamp est né en 1887. Alors de temps en temps, je pourrais me tourner vers Alain, pas seulement par rapport au débat, mais c'est une mine d'or sur la vie de Marcel Duchamp, donc il pourra rectifier si erreur il y a. Donc Marcel Duchamp est né en 1887, la même année que Le Corbusier. Et à propos de Le Corbusier, il a écrit « Cas de ménopause masculine précoce subliminée en coït mental ». Je répète, au cas où on n'aurait pas bien compris, « Cas de ménopause masculine précoce sublimisée en coït mental ». Humour et ironie sont une constante toute la vie de Marcel Duchamp. Petite anecdote, Marcel Duchamp a 18-20 ans, je ne sais plus très bien, enfin peu importe si c'est 17 ans ou 21 ans, a publié quelques textes satiriques, et certains de ces textes satiriques ont été refusés sous prétexte qu'ils étaient un peu trop marqués de gaudriole. La gaudriole étant une des formes un peu extrêmes et discutables de l'humour et de l'ironie. Marcel Duchamp, il le dit, a hésité entre être humoriste et peintre. Il a été peintre une partie de sa vie. Il s'est arrêté de peindre dans les années 20. Sa dernière peinture, à l'huile, le titre était « Tu M'". On peut ajouter ceci ou cela. En tout cas, l'humour, l'ironie sarcastique, autant de bons mots qui peuvent être interprétés de différentes manières. On peut les prendre comme ça pour une boutade de dandy aristocrate. Si j'avais un Rembrandt, je m'en servirais comme d'une planche à repasser. Autre citation de Marcel Duchamp. Mais on peut aussi interpréter autrement, dans une trajectoire générale, et je pense que ce sera le cas pour Alain Botton de développer cette thèse, une trajectoire générale qui pourrait aller bien au-delà des phrases désabusées ou des sarcasmes ou des boutades d'un Marcel Duchamp, souvent considéré comme un dandy élégant, celui que Breton qualifiait comme l'homme le plus intelligent de son siècle. C'est pas rien de la part d'André Breton. L'homme le plus intelligent de son siècle. Marcel Duchamp est né dans une famille très bourgeoise, très belle maison, on peut voir en Seine-Maritime, où il est né et où il sera inhumé dans le caveau familial. Il est décédé en octobre 1968. Marcel Duchamp, fondamentalement, et on peut dire un autodidacte, il n'a pas réellement suivi de cours, un petit peu une année, bon, il a laissé tomber parce que les cours théoriques l'intéressaient pas trop, mais, et c'est tout à fait important de le signaler, il naît dans une famille d'artistes. Et je pense que très peu de familles d'artistes, aussi marquantes que la sienne, ont existé. Son grand-père, en particulier, a joué un rôle très important. Ses deux frères sont des grands de la création au XXe siècle. Sculpteur et peintre. Sa sœur est peintre. Elle épousera un peintre, etc. Donc il naît dans une famille de peintres et au fond, toute sa vie, Marcel Duchamp a été proche des artistes. Quand il était très jeune, c'était Monet, son âme de peintre. Et puis, alors, il y a beaucoup d'autres par la suite, Picabia, enfin, Brancusi. Il a toujours été extrêmement proche des artistes toute sa vie. Il les a fréquentés toute sa vie. Donc, Marcel Duchamp, qui est un artiste, entre guillemets, certains lui dénient ce titre, certains critiques d'art
ou certains historiens d'art. J'enlève certains, ils sont assez nombreux. Si vous prenez Wikipédia, il est écrit à peu près ceci. Pour beaucoup, Marcel Duchamp est l'artiste le plus important du XXe siècle. Pour certains, c'est une évidence, pour d'autres, c'est une hérésie. Et celui qui est considéré comme l'artiste le plus important du XXe siècle est un homme extrêmement intelligent. C'est un joueur d'échecs de très haut niveau. Et lui qui disait « si j'avais un Rembrandt, je m'en servirais comme d'une planche à repasser », eh bien, il a aidé de très grands collectionneurs à constituer leur collection. Très avisé, son regard sur la peinture. Et il avait beaucoup de respect, beaucoup d'estime, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié pour ses frères qui étaient objectivement de grands artistes. Alors ce Marcel Duchamp, donc il peint, et l'exposition que j'ai vue il n'y a pas si longtemps à Beaubourg a montré que Marcel Duchamp, je m'avance un peu, aurait pu être un très grand peintre. Il a été un bon peintre, il a réalisé de très bonnes peintures, en particulier l'œuvre la plus connue, le nu descendant l'escalier, apparenté au cubiste, encore qu'Albert Glaise, cubiste pur et dur, n'était pas trop d'accord. Et cette peinture qu'il a présentée au Salon des Indépendants a été refusée. Et ce refus a joué un rôle considérable dans la vie et la carrière de Marcel Duchamp, à tel point qu'on peut envisager, on peut penser, que si Marcel Duchamp avait été reçu à ce Salon des Indépendants par ce tableau, c'est peut-être le plus célèbre, le nu descendant l'escalier, on peut penser que toute sa carrière aurait été modifiée profondément. En tout cas, cet échec a joué un rôle important pour lui. Et il a développé une théorie sur laquelle on reviendra, qu'un échec premier peut être fondateur d'un succès à venir. Que s'il y a une opposition radicale sur une première œuvre, du fait d'une majorité de pensants ou de mal-pensants, une minorité peut naître, une minorité peut s'emparer de ce qui a été refusé et en faire une œuvre de grande qualité, voire un chef-d'œuvre. En tout cas, c'est dans la foulée de cet échec retentissant qu'il a très mal vécu. Il faut dire qu'à l'époque, être dans les salons, au fond, ça voulait dire être ou ne pas être. Les choses ont profondément changé aujourd'hui, mais enfin, c'était un peu le cas à l'époque. Et donc, ulcéré, Marcel Duchamp, il a créé une forme de volte-face, et c'est le début de sa théorie qu'Alain développera, puisque c'est un peu le sens de son livre, à savoir qu'un premier échec est nécessaire. Et ce premier échec, au fond, il est possible de le créer, ce premier échec, de le vouloir, de l'inventer. D'où le surgissement du fameux urinoir. Duchamp savait très bien que que l'œuvre, entre guillemets, allait créer un grand scandale. Je reviens tout petit peu en arrière. L'année du refus, ça devait être en 13 ou 14. Il a exposé la même œuvre aux États-Unis, et alors, scandale épouvantable, scandale absolu. Et c'est le début de sa carrière, au fond, mondiale, en particulier américaine. Donc, il est naturalisé américain, c'est pas anodin, en 1955. L'année où Henri Michaud, je crois que je vais parler d'Henri Michaud l'année prochaine, l'année où Henri Michaud, de Belge, devient citoyen français, la même année. Donc Duchamp, lui, devient citoyen américain et il mourra citoyen américain et aux États-Unis. Bon. Bref, Duchamp est considéré par beaucoup, on s'approche maintenant du cœur de notre débat, Duchamp est considéré comme le pape de la modernité, le créateur de la modernité. On ne peut pas parler de pop art, d'op art, voire d'art corporel, on ne peut pas parler de minimalisme ou d'art conceptuel sans penser que Duchamp, eh bien, est à la base de tout ça.
D'autres pensent qu'il s'agit d'une fumisterie culturelle inouïe et énorme. Et là, on est au cœur du débat à propos de Marcel Duchamp. Pierre Souchot, peut-être, souhaite dire quelques mots avant que le débat ne soit réellement commencé sur Alain Botton. Oui, Duchamp est un sujet très, très complexe. Je ne sais pas si c'est riche, en tout cas c'est complexe. Je vais parler de la genèse de cette rencontre-là aussi. Tu parlais de modernité, le pape de la modernité. C'est plutôt le pape de la contemporanéité. C'est juste J'ai lu il n'y a pas longtemps dans un petit journal que Duchamp avait fait basculer la modernité dans la contemporanéité. Bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais éventuellement, on en parlera après. Alors oui, finalement, l'origine de cette rencontre ici, c'est Jacques Convert on s'est vu il y a 5-6 mois. Il m'a dit « Oh, ça serait bien de faire une rencontre, enfin une discussion sur Duchamp, parce que quand même c'est un problème, Duchamp. Voilà. Je sais que toi, t'es concerné, parce que Duchamp, c'est pas exactement dans ton... On peut pas dire d'idéologie, mais enfin c'est quelque chose... Duchamp et le duchampisme. Disons, c'est quelque chose qui est plutôt gênant pour quelqu'un comme toi, qui a plutôt tendance à montrer la peinture, à faire découvrir des quantités de créateurs poétiques, sensibles, etc. Ce qui est plutôt à l'inverse, disons, de l'intellectualité duchampienne. Voilà. Donc, tu m'as proposé cette idée de conférence, de rencontre. Alors je t'ai dit, bah, écoute, oui, c'est possible. Et moi, je connais quelqu'un qui a écrit un livre, qui est donc Alain Botton, et que j'avais fait inviter d'ailleurs à Farennes, chez Jacques Fabry, qui voulait organiser des rencontres autour de sa galerie, des discussions, etc. Et donc ça c'était il y a 5-6 ans, et ton livre venait de sortir. Et j'ai dit à Jacques Fabry, ben voilà, tiens, il y a un sujet, là, on va voir, on va faire venir Alain Botton, et puis on va voir. Hein. Et ça s'était bien passé, on est restés amis, ça va, même si on n'est pas... Donc, oui, et alors... Et ensuite, voilà. Alors j'ai pensé que c'était intéressant parce que c'est pas une opposition, comment dire, frontale. Et en plus, Alain a une mine d'informations sur Duchamp, il connaît toute sa vie, donc on va avoir tous les éléments de réflexion possibles avec lui, même si on peut discuter. Et c'est vrai que globalement, moi, Duchamp, il y a Duchamp et ce qui en est suivi, c'est-à-dire ses descendants, enfin tout ce duchampisme qui imprègne complètement à la fois les réseaux institutionnels et les réseaux marchands, qui ont transformé l'art en une chose plutôt intellectuelle, plutôt conceptuelle, plutôt installationniste, plutôt posturale, plutôt questionneuse, qui fait l'intérieur, disons, de la pensée artistique, de l'esthétique ou de la pensée artistique institutionnelle, qui évacue quand même tout ce qui est de l'ordre du sensible, du poétique, du savoir-faire, etc. Et qui arrange très bien, disons, la jante administrative et enseignante et institutionnelle, et aussi la jante spéculative financière, dans la mesure où la spéculation intellectuelle et financière s'articulent quelque part pour produire des sous-produits, enfin des dérivés actuels du duchampisme qui peuvent être aussi bien Mauricio Cattelan que Bertrand Lavier, par exemple. Bertrand Lavier, qui est devenu une espèce de vedette de l'art français, une figure de proue de l'art français, alors quand il a déclaré que c'est en découvrant que l'art contemporain n'était pas de l'art que je suis devenu artiste contemporain. Donc, alors, est-ce que c'est vraiment une séquelle de Duchamp? Maintenant, autre question que je me pose, je vais aller vite parce que c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que Duchamp, c'est un piège
comment dire, c'est un piège général de l'art. C'est-à-dire, c'est comme un trou sans fond, c'est une espèce de béance qui est extrêmement dangereuse, à mon avis, mais en même temps qui contient les racines de sa propre destruction en tant que duchampisme, si le duchampisme existe. Parce que lui-même n'a cessé de s'autodétruire, de s'autodénigrer dans une facétie perpétuelle, dans des espèces de jeux intellectuels qui peuvent être séduisants intellectuellement. On n'est pas plus idiot qu'un autre quand on est artiste et peintre. Mais la peinture, c'est autre chose. Enfin, l'art, c'est autre chose. Bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que, pour revenir à Alain et ton livre donne énormément d'informations. Donc, tu n'es pas pro Duchampian ni contre, comme Duchamp lui-même non plus. Hein. Ce que je voulais dire aussi, je suis ami avec Pierre Pinoncelli, qui a pissé dans son urinoir et qui l'a cassé après. Bon, là aussi, il y a un geste. Est-ce qu'il a valorisé l'urinoir ou est-ce qu'il a dévalorisé? Enfin, c'est toute une histoire. Bon, ceci dit, donc il y a plein d'histoires avec Duchamp qui sont intéressantes en soi, mais qui éloignent quand même de la peinture, enfin de ce qui m'intéresse, qui occupent beaucoup les médias. C'est comme si Duchamp avait trouvé que la puissance médiatique fabriquait de la valeur artistique par le scandale, par la provocation, par le questionnement, par l'absurdité, par tout un tas de choses qui sont au cœur d'une certaine esthétique actuelle institutionnelle et qui sert de caution peut-être à une insensibilité d'ordre artistique. En gros, hein. En gros. C'est peut-être un peu simple. C'est pas si simple, en fait. Bon. Alors, je vais passer la parole à Alain avec cette petite remarque de Marcel Duchamp par rapport au titre qu'il a donné lorsqu'il a peint sa Joconde à lui. Donc, il a peint la Joconde avec une moustache. Et le titre, c'était fait avec des lettres en capitale, L, H, O, O, Q. Si on lit assez vite, ça donne LHOQ, en parlant de la peinture la plus célèbre au monde. Alors, on peut y voir là comme une simple et dure et cruelle provocation. On peut voir dans ce titre et dans le tableau un pied de nez à la peinture installée. On peut y voir le début de tout un pan de la création artistique vers d'autres domaines, en général mental, que ceux de la peinture ou du dessin ou de la sculpture dans laquelle les mots, etc. On peut y voir donc la porte ouverte à tout à fait autre chose. Mais il est fort possible que l'interprétation d'Alain sur ce type de boutade, de phrase, soit tout autre et permette de voir Marcel Duchamp sous un autre éclairage, a priori beaucoup plus positif. Bonjour. Et alors, vous allez me pardonner, je suis assez timide. Écrire un livre sur Duchamp, c'est passer des heures et des heures seul. Et donc, ensuite, le livre étant écrit, j'ai à me montrer en public, mais c'est pas tellement mon fort. Alors, vous me pardonnerez quelques timidités. Alors, je vais saisir la perche. Hein, si on parle de LHOQ, qui est le titre de la Joconde, je peux prendre le temps d'expliquer ce qu'est cette œuvre. Il faut savoir que l'art moderne débute avec Manet et Courbet, et notamment avec le scandale de l'Olympia. Et donc, l'Olympia de Manet a généré l'art moderne, justement parce que l'art moderne est basé sur un premier scandale. Le scandale est au centre de l'art moderne. Et
Alors, le scandale de Manet provient du fait que les académiciens peignaient des nus. Et simplement, il y avait un code qui était que le nu pouvait être très, comment dire, charnel, même très sexy. Mais par contre, il n'y avait pas de poils pubiens. C'était le code de l'académie. Un nu était toujours un nu métaphorique, une allégorie. Et pourtant, quand on regardait le tableau, les femmes étaient très sexy, avec le gabarit de l'époque, mais très sexy. Et ce qu'on a reproché à Manet, c'est justement de ne pas avoir respecté ce code. C'est-à-dire que la main de l'Olympia cache le fait de savoir s'il y a le système pubien qui est représenté ou pas. Alors que dans la peinture initiale dont Manet se sert, c'est la Vénus de Titien, qui a la main à peu près au même endroit, mais on voit qu'il n'y a pas de système pubien, donc de système pileux, et donc le code est respecté. Ce qui a provoqué le scandale, c'est comment dire, que ce système ne soit pas respecté. Et d'ailleurs, cette histoire de poils est important parce que un des tableaux de Giacometti a été interdit manu militari par la police parce qu'on voyait les poils pubiens. Les poils pubiens avaient ce côté, si on voyait les poils, c'était du porno, et si on ne voyait pas les poils, c'était de l'allégorie. Ouais. Et en fait, ce que Duchamp représente, avec LH au cul, c'est la figure féminine, représentée par la Joconde, hein, qui est la figure féminine de la peinture la plus connue. Mais ce qu'il représente, c'est le regard trivial porté sur l'œuvre. Parce que dans la peinture académique, effectivement, c'était censé être des allégories, mais elles étaient quand même très sexy, ces femmes. Il suffisait, pour le regardeur, qu'il imagine un système pileux pour se retrouver devant une femme à poil. C'est plus de l'allégorie, c'est une femme à poil. Et Duchamp a toujours dit, c'est une des phrases les plus célèbres de Duchamp, ce sont les regardeurs qui font l'œuvre. Et là, avec la Joconde, il représente l'œuvre d'art et le regard qu'on porte sur l'œuvre. Et donc, la Joconde représente la figure féminine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute des poils, les petites moustaches, et l'allusion grivoise, elle a chaud au cul. Et en fait, l'ensemble, la figure féminine et le regard porté sur elle, grivois, est une satire de ce qui se passait, de la façon dont l'Académie utilisait la femme entre allégorie et disons voyeurisme. Et voilà. C'est donc un exemple, c'est un exemple typique où quelque chose, une œuvre de Duchamp est totalement incomprise. On ne lui suppose pas suffisamment d'intelligence pour avoir fait ça, et on le prend pour un rigolard dadaïste potache. Et toute l'histoire de Marcel Duchamp est là. Alors, l'ambiguïté vient du fait que Duchamp est un ironiste, au sens socratique du terme, c'est-à-dire qu'il prêche le faux jusqu'à temps qu'il devienne visiblement faux, ridicule et explicite. Et donc Duchamp, lui, se cache derrière, et plutôt que de dire ce qu'il a à dire, il va dans le sens
de son époque, mais en accentuant, en caricaturant cette époque, jusqu'à temps qu'on en arrive à ce que Pierre Souchot ne supporte pas, et qu'il a de bonnes raisons de ne pas supporter, cet art contemporain, on va dire. Mais pour bien comprendre Marcel Duchamp, il faut voir qu'il agit en ironiste. Il ne parle pas pour lui, il ne donne pas sa propre pensée. Voilà. Là, c'était la perche. J'ai saisi la perche, mais ça aurait pu être n'importe quel autre objet. Hein. Tous les objets sont pris pour des œuvres, alors que c'est plutôt... c'est plus vraiment des œuvres d'art, c'est des provocations sociologiques, on va dire. Alors je vais me tourner vers Pierre Souchot, qui a écrit quelques-unes des pages les plus rudes contre donc Marcel Duchamp, mais pas seulement contre Marcel Duchamp, contre tous les suiveurs de Marcel Duchamp, qui sont légion. Ça veut dire que si l'art contemporain, moderne puis contemporain, est né de scandale de la peinture de Courbet, scandale du déjeuner sur l'herbe, scandale de l'Olympia, et ensuite d'autres scandales et dadaïstes juste pendant la guerre. Dada est né fondamentalement en Allemagne, puis en Suisse, puis en France, c'est-à-dire dans des pays qui vivaient d'extrême tension, qui vivaient quasiment la guerre. Et donc, les fils ou les petits-fils de Duchamp, au fond, sont des gens qui fabriquent de la transgression. Qui fabriquent de la transgression à tour de bras, à tour de pinceau, à tour de concept. Et une grande partie de l'art hyper contemporain, je dis bien hyper contemporain, parce que les artistes magnifiques que sont Fred II ou Sorène ou d'autres qu'on peut voir au Salon du Dessin à Lyon sont des artistes contemporains, tout à fait contemporains. Et comme disait Cocteau, la mode c'est ce qui se démode. Il est fort possible qu'une partie des artistes dits contemporains, dans 30 ans ou dans 40 ans, on n'en parle plus, alors qu'on parlera à l'évidence de Fred II, de Sorène et de quelques autres. Autrement dit, ceux qui inventent des transgressions fabriquées, artificielles, bidons, qui nuisent à une grande partie de l'art contemporain et qui font que le grand public a tendance à mettre dans le même sac les vrais créateurs, entre guillemets, et puis tous ceux qui fabriquent de la transgression. Donc la transgression érigée en point de départ de l'œuvre d'art, Pierre, est-ce qu'il est nécessaire et suffisant de la récuser totalement et d'en rendre responsable en particulier Marcel Duchamp? Oui, de toute façon, un créateur est forcément transgressif par rapport à ce qu'il précède ou à ses modèles. Où, voilà, il est en rupture, mais sa fonction n'est pas de transgresser. C'est la nécessité interne de la création qui fait qu'il y a une transgression. Or, l'imposture ou la posture contemporaine, c'est d'ériger la transgression en création, alors que la transgression en soi, qui n'a pas de nécessité interne, n'est pas une transgression. Ça devient du conformisme. Et il y a une espèce d'esthétique ou de pensée artistique officielle qui est à cette base-là, qui tient de cette base-là, qu'il faut que ça soit absolument transgressif pour faire avancer l'art contemporain, faire des progrès, enfin, comme si ça existait. Et c'est vrai que Duchamp a été utile pour ce système de pensée, mais en même temps, ce système, c'est pas seulement de la pensée, c'est de l'institution, c'est des dispositifs énormes, c'est de l'argent, etc., etc. Alors, la question est de savoir si Duchamp n'avait pas existé, se disant qu'il a apporté énormément à l'art contemporain, enfin, les choses auraient existé aussi. Mais je pense que ce phénomène de retournement se serait produit sans Duchamp, parce que c'est inhérent à une logique de système. Donc, à la limite, on n'a pas besoin de Duchamp. Si on a été chercher Duchamp, c'est que ça correspondait bien. Et qu'effectivement, un système où il y a des gens qui sont plutôt des rouages de système, qui ne connaissent pas forcément la poésie, ni la peinture, ni les choses par l'intérieur de la sensibilité,
ont tendance à utiliser des procédés. Et un des procédés de valorisation de l'art, valorisation, je ne sais pas trop comment, c'est la transgression, c'est le scandale, c'est le questionnement, c'est l'inquiétude, c'est la morbidité, c'est la spectacularité, c'est tout un tas de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'intériorité, c'est de l'ordre de l'extériorité. Et d'une certaine manière, Duchamp avait compris ça et il a joué à fond ce jeu-là. Alors, Alain Botton pense qu'il a construit quelque chose de bien cohérent, etc., etc. Peut-être, je ne sais pas très bien. Et il pense que l'œuvre de Duchamp est cohérente, c'est-à-dire que tout ce qu'il a produit, il n'a pas produit beaucoup d'œuvres hein, par rapport à Picasso, qu'on a produit 10 000. Et c'est devenu l'artiste le plus important du siècle. Il suffit de l'affirmer, mais qui l'affirme? C'est ça. Il y a des milliers de bons artistes en ce moment qui ne sont pas duchampiens. Mais par contre, il y en a beaucoup qui sont duchampiens parce qu'ils s'inscrivent dans la logique institutionnelle. Ça leur permet de recevoir de la part de l'intellectualité artistique des subventions, etc., etc. Donc voilà, là, il y a problème, là, vous voyez. Et le scandale en soi, ce n'est pas forcément de l'art, même si l'art qui a un contenu peut être subversif ou scandaleux. Mais c'est là que ça se tient, là, les choses. Là, il y a une question. Attends, je dis encore juste un petit truc. Picasso, par exemple, je voulais le dire, a dit de Duchamp, bon, on dit qu'il a ouvert l'art, enfin les portes de l'art à toutes les audaces. Mais Picasso dit, moi je pense qu'il l'a ouvert surtout à toutes les médiocrités. Ce qui était assez vache de la part de Picasso. Mais en même temps, moi je pense que c'est pas à la médiocrité qu'il a ouvert la porte. Parce qu'on peut dire qu'une peinture est bonne ou forte ou médiocre. Bon, Duchamp n'a pas ouvert la peinture à la médiocrité de la peinture. Il a ouvert plutôt à une espèce d'absence de peinture, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de médiocrité, mais de l'ordre de l'absence. De l'absence qui est satisfaisante comme questionnement. Tu as écrit un texte sur l'inquestionnement de la non-question. On sait quoi ton texte? Superbe. Et qui nourrit un discours tourbillonnant sur l'absence, mais qui comble l'absence. Ce qui fait bien l'affaire des spéculateurs de l'intellect, ce qui fait des médias, des journalistes, des beaux-parleurs, des discussions de salon. Et au bout du compte, comme ça déclenche de médiatisation, au bout de la médiatisation, il y a tout de même de la notoriété, donc une espèce de valorisation médiatique qui fait de la valorisation financière. C'est tout con, hein. Mais en même temps, je vais un peu plus loin. Si Mauricio Cattelan, c'est vraiment le sommet de ça, qui a exploité le scandale à fond, mais avec talent, c'est assez marrant quand même. Par exemple, à la Biennale de Venise, il y a 10 ou 15 ans, avec son galeriste, il a invité 500 ou 100 grands collectionneurs internationaux, très riches, à un cocktail dans les décharges, des énormes montagnes de décharges à Palerme. Il a affrété un avion avec des tables énormes, champagne, etc. partout. Ils ont viré tous les glaneurs, évidemment misérables. Et là, il a fait alors, les collectionneurs étaient ravis, c'est extraordinaire. Et alors, il a fait ça pour se moquer d'eux. Mais c'est dans la mesure où il se moque d'eux qu'il est valorisé dans le marché des mêmes. Donc c'est un truc extrêmement pervers. Et moi, je pense que Duchamp, il a compris ce truc-là, avec son voilà. Et on n'en sort plus. Donc c'est pour ça que je dis Duchamp, c'est vraiment un piège, même si lui-même se piégeait lui-même. Il a mis en germe dans sa propre action
la chute ou la destruction du duchampisme à terme, ou à court terme, ou à long terme. C'est ce qui s'appelle l'ironie. J'ai enseigné aux Beaux-Arts une trentaine d'années et j'ai vu nombre de jeunes artistes tenter de débuter leur carrière par la recherche de transgressions, la plupart du temps de transgressions médiocres. Et très souvent, ces transgressions n'ont mené à rien et très souvent, ces jeunes, entre guillemets, artistes n'ont pas donné suite à leur création. J'ai un certain âge, je pourrais donner 100, 200, 300 exemples de transgressions tout aussi bidons les unes que les autres. J'arrive tout de suite à l'un. J'en donne 2-3 exemples comme ça. Exposer un tableau à l'envers, exposer un tableau, mettre le feu au dit tableau, dessiner une carte de France, mettre du mou pour le chat et filmer un chat en train de bouffer le mou sur la carte de France, filmer ça et l'exposer dans un drac à Reims. Et des exemples comme ça, je pourrais en donner des centaines. Montrer une machine à fabriquer de la merde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, Alain, dans le type de transgression créé par Marcel Duchamp, par exemple, créer un objet d'art, DARD, qui ressemble à un phallus mou, prendre en moulage le vagin d'une prostituée et montrer cela au public. Donc, Alain, est-ce que ça relève du même type de transgression dont je viens de parler, ou bien au contraire, ça s'inscrit dans une autre trajectoire qui fait qu'il serait injuste d'accuser Duchamp des accusations qu'on peut porter par d'autres qui limitent, sans en avoir ni son intelligence, ni éventuellement sa dimension spirituelle, puisque Alain ose le mot. Alain ? Je ne vais pas parler de ces deux objets parce qu'ils nécessitent d'être remis dans l'ensemble du système. Et donc, mais en tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas du tout de la provocation. Et ils ont un sens très très précis. Parce que, par exemple, l'objet d'art, il faut savoir que c'est une partie du mannequin qu'il y a dans sa dernière œuvre étant donné. Et que, en fait, par métonymie, cette partie représentant le mannequin. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le système, c'est trop long, mais c'est des objets qui sont lisibles quand on comprend qu'ils font partie d'un système. Donc, j'en parle pas là. Mais moi, je vais résumer la pensée de Pierre, parce que j'ai une phrase écrite par Pierre pour un article dans Libé, et qui résume bien sa pensée et qui me permettra de dire à quel endroit je ne suis pas d'accord. Alors, je cite. « Certes, il est vrai que l'art a toujours procédé par rupture, déconstruction, dépassement, transgression successive des modèles qui le précédaient, qu'il a toujours joué aux limites des règles et conventions, tout tant morales qu'artistiques, mais tout se passe aujourd'hui comme si un mécanisme diabolique s'était emparé du procédé, l'avait systématisé, accéléré, fermé et retourné sur lui-même, de telle sorte que les règles de transgression sont elles-mêmes transgressées, sans aucun contrôle ni régulation extérieure. » Donc là, c'est un constat, hein, on est bien d'accord. Je ne vois pas comment on pourrait éviter ce constat devant l'art contemporain. Là où je ne suis pas d'accord avec Pierre et avec Christian, c'est que c'est sur le aujourd'hui. Ce mécanisme diabolique, j'aime bien le truc parce que ça veut dire que ça dépasse complètement l'entendement de tout un chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun responsable là-dedans, ça nous dépasse. C'est une mécanique qui s'est mise en branle et il n'y a pas de manipulateur derrière, voilà, ça nous dépasse. Alors c'est pour ça, le mécanisme diabolique, c'est vraiment le procédé aussi, c'est le mot, c'est un procédé. Mais moi, ce que j'aimerais montrer, c'est que ce mécanisme se met en place dès Courbet et Manet, prend toute sa force avec les impressionnistes et ensuite devient totalement automatique.
totalement automatique. Et ce qui caractérise l'art contemporain, c'est quand ce processus de transgression systématique a liquidé tous les critères habituels sur lesquels on jugeait une peinture. Et donc quand la peinture est liquidée, c'est-à-dire quand il ne reste plus que le monochrome, on passe, parce que le processus de transgression continue d'être appliqué, alors là, quand on n'a plus rien à transgresser à l'intérieur d'une peinture, on commence les transgressions, on cherche des transgressions à l'extérieur. Et donc, on commence avec le body art, donc qui est encore... mais il n'y a plus la toile, il n'y a plus les pigments. Hein. Et ça, voilà. Et ce qu'on considère comme l'art contemporain, c'est quand le processus de transgression a liquidé tout ce qui faisait une peinture. Alors, très rapidement, je vais lister ce qui, en 1850, par exemple, moi j'aime Delacroix, donc on va prendre Delacroix, caractérisait une peinture, c'est-à-dire quels étaient les critères qualitatifs à l'époque avec lesquels on jugeait une bonne peinture d'une mauvaise, c'est-à-dire un Delacroix d'un sous-fifre. Donc la première chose, c'était la storia, c'est-à-dire l'histoire. La peinture étant une chose importante, il fallait que ce qu'il y avait dans un tableau ait de l'importance. Hein? Donc c'était des événements historiques, de la mythologie grecque ou biblique, mais en tout cas, ce qu'il y avait à l'intérieur du cadre devait être important. Ça, c'est une chose. On jugeait aussi sur le fini, c'est-à-dire que les académiciens revendiquaient le caractère hyper réaliste de leur tableau. Et donc voilà, le fini. Et donc dans ce fini, bien évidemment, il y avait le dessin, il y avait le maniement précis et très nuancé des couleurs, parce que pour faire un dégradé, il faut être très 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 précis. Il y avait la représentation d'un espace réaliste et la lumière. La lumière, c'est très important pour un tableau. Malgré tout ce côté qui est de l'ordre du métier, il y avait aussi la subjectivité de l'artiste. Il fallait qu'on sente une personne derrière. Il ne s'agissait pas de faire une carte postale ou un tableau d'Épinal. Et donc, il y avait l'allégorie. Et là, j'en ai déjà parlé, comment Duchamp traite l'allégorie. Et sans parler du côté technique, parce que en 1830, les tubes de peinture n'étant pas créés, il y avait la cuisine d'atelier qui se gardait chacun pour soi. Hein. Quand on se trouvait une recette, on n'allait pas le donner aux autres. Hein. Et ce que je voudrais montrer, c'est que successivement, tous ces critères ont été transgressés. Donc, l'Astoria, le premier grand scandale, c'est l'enterrement à Ornans de Courbet, où le peintre dessine un tableau presque grand comme la paroi, là, avec 30 personnages grandeur nature sur le tableau, donc très proche de ce que pouvait faire David, avec le sacre de Napoléon, sauf que il représentait l'enterrement d'un inconnu dans un bled de province sans aucun intérêt. Et ça créait un scandale, parce que la peinture, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour représenter un fait sans importance. Donc, premier grand scandale, Courbet, qui évacue l'histoire, avec un grand H, la grande histoire ou la mythologie. Et voilà. Manet, lui, supprime le fini. C'est-à-dire que les académiciens considéraient Manet comme un très bon peintre, mais qui présentait l'esquisse. C'est-à-dire que tous les peintres académiciens étaient capables de faire du Manet. Simplement, ils considéraient
que c'était l'avant-dernière étape. Il fallait ensuite, quand on avait fait cette esquisse, qui a toujours vachement de dynamisme, l'esquisse a toujours... Il y a la trace de la brosse, il y a un dynamisme. Et ce qui était difficile pour les académiciens, c'est de conserver ce dynamisme au tableau fini. Et donc, ils considéraient que Manet avait zappé complètement cette dernière étape et que c'était un peu facile. Donc, deuxième qualité d'un tableau évacué par Manet, le fini. Ensuite, le dessin. Bon, les impressionnistes zappent le dessin. Il n'y a plus de dessin. Quand je dis dessin, c'est dessin à la ligne, façon Ingres. Vous voyez, il n'y a plus de dessin. C'est des touches. Plus de dessin. Ensuite, les nabis et les post-impressionnistes, genre Gauguin, Van Gogh, suppriment toute nuance dans la couleur. Hein, je ne sais plus lequel, c'est Rugier, je crois, qui disait s'il faut du rouge, il faut prendre le rouge le plus fort. Si on prend le jaune le plus fort. Et ça, c'est Gauguin, l'école de Pont-Aven, voilà. Donc la nuance, zappée. Et si vous voulez, quand on est en 1913-1917, que Duchamp propose son urinoir, on peut s'apercevoir qu'en fait, toutes les qualités qui faisaient une peinture en 1850 sont déjà zappées complètement. Les cubistes ont supprimé toute la perspective, l'espace réaliste. Donc, quand on dit, ouais, c'est ça, 1913-1917, avant même les dadaïstes, parce qu'en fait, l'urinoir est apparu en 1917, mais Duchamp avait le projet de présenter un urinoir dès 1913. On le sait grâce à une petite note qu'il a laissée. La note, c'est on a pour femelle une pissotière et on en vit. Ça, c'est 1913. Donc, on sait déjà qu'il a le projet de présenter une pissotière et qu'il va attendre 4 ans l'occasion de le faire. Et donc, c'est important de voir que ce processus de transgression, en 1913-1917, a déjà, comment dire, pour ainsi dire, liquidé tous les critères qualitatifs habituels de la peinture. Et c'est en cela que je ne suis pas d'accord avec Pierre, c'est que avec Pierre, c'est que ce processus est là tout au départ et continue sans Duchamp, parce que Duchamp de 1913 à 1950 est un inconnu. Hein, il n'a aucun succès, personne ne le connaît. Il a arrêté la peinture, c'est un has-been. Il devient joueur d'échecs, il est en équipe de France d'échecs, il gagne sa vie comme secrétaire de la Fédération française d'échecs, il gagne sa vie en allant dans les ateliers choisir des artistes qu'il considère importants pour nourrir les collections de Peggy Guggenheim ou de Catherine Dreyer, qui deviendront les grandes collections américaines. Mais il est plus artiste. Et donc, il ne participe pas. Et si on voit de 1917 jusqu'à 1950, on voit arriver l'abstraction américaine, où il ne participe pas Duchamp. Et pourtant, là, il n'y a même plus la figuration. Après l'abstraction, par contre, l'abstraction laisse beaucoup de place à la subjectivité de l'artiste. Hein, on est bien d'accord. Mais réaction dans la génération qui suit, l'art minimal. C'est-à-dire que là, il n'y a plus aucune subjectivité. Hein, c'est Sol LeWitt, Frank Stella et compagnie. Donc on voit que l'histoire de la peinture, c'est une soustraction systématique des qualités premières de la peinture en 100 ans. À chaque grand courant avant-gardiste supprime un critère qualitatif. Et de ce point de vue-là, Duchamp n'y a pas participé. Du tout. Du tout. Et quand on arrive aux années 50, qu'on est arrivé au monochrome et qu'il n'y a plus rien à transgresser, c'est seulement à ce moment-là que les jeunes artistes américains continuent la transgression et à ce moment se retournent sur le passé
et voient Duchamp en disant « ça c'est notre grand-père ». Vous voyez ce que je veux dire? Et ce processus de transgression, il est autonome, il a une base sociologique dont on parlera peut-être, mais en tout cas, comment dire, il n'est manipulé par personne, ni par Duchamp, ni par qui que ce soit. C'est un processus qui s'est mis en place, et c'est pour ça que le mot de mécanisme diabolique est intéressant. Merci Alain de cette générosité et de ce regard généreux. Seulement, je vois une différence de nature, et non pas de degré, entre les transgressions de fin de la peinture, de fin de l'art qui existent chez Duchamp, de fin absolue, je dirais même de mort ou d'assassinat, de porte totalement fermée, une fenêtre avec de la peinture noire, on ne voit plus rien. C'est une peinture ou une œuvre de Duchamp. Les transgressions dont Alain a parlé sont des transgressions qui se font à l'intérieur de la peinture et qui font vivre la peinture et qui la sauvent et qui la réveillent. Au XVe siècle, il y a eu une révolution fabuleuse dans le domaine artistique. On passe d'une peinture religieuse avec des conventions, une peinture répétitive, il fallait faire comme s'il y avait des modèles, il fallait faire comme ça, avec les premiers peintres qui mettent du vert, avec les premiers peintres qui en finissent avec la perspective, avec les premiers peintres qui créent du mouvement dans l'œuvre d'art. C'est la naissance de la peinture moderne, au XVe siècle, au Quattrocento. Et cette peinture-là, avec les génies du XVe siècle, qui vont être suivis par les Hollandais, les Espagnols et les Allemands, ils vont réveiller la peinture. C'est une formidable transgression qui fait vivre la peinture. La peinture passe d'une représentation des codes culturels à une présence picturale. Et donc la peinture commence à vivre pour elle-même. Les transgressions dont parle Alain, celles de Courbet, celles de Manet, celles de Monet, celles de Van Gogh, qui ne dessine plus, même s'il savait dessiner, qui peint directement, ces transgressions-là se font à l'intérieur de la peinture. Elles font avancer la peinture et elles révèlent la peinture à elle-même. C'est-à-dire que les peintres chaque peintre devient créateur de sa propre langue. Chaque peintre invente sa langue, alors qu'auparavant c'était une langue identitaire et collective, dans laquelle les artistes étaient plutôt des artisans. C'est grâce à ces artistes-là, qui eux sont des artistes et de purs artistes, que la peinture se met à naître et à vivre. Donc, alors que Duchamp, qui aurait pu être un peintre, dit non, la peinture, c'est terminé. Ce sont des transgressions mortelles. Non, 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 la peinture est déjà terminée. C'est pas moi, c'est pas Duchamp qui l'invente. Au moment où il présente son urinoir, comment dire, Malevich est déjà là, Schwitter sont déjà là. C'est pas Duchamp qui décrète. C'est vous voyez. Et alors le truc qui est important de comprendre, c'est que à chaque génération d'artistes, l'artiste se retrouve avec des moyens réduits. Mais comme c'est un artiste, avec ses moyens réduits, il va quand même réussir à s'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Il va quand même réussir. C'est pour ça que vous dites que on est quand même à l'intérieur de la peinture et de l'expression et donc de l'art. Mais l'idée de transgression systématique et de soustraction des qualités, on peut le voir si on se dégage du jugement de goût et qu'on essaie de voir juste les choses d'un point de vue objectif. Moi, pour bien faire comprendre ça, imaginons, parce que maintenant en robotique, on est capable de faire un peu tout et n'importe quoi. Imaginons quelqu'un qui fasse un robot et un logiciel pour faire de la peinture. Un robot avec plein de bras et qui fait des tableaux. Et que le créateur veut faire des faux. Pas des reproductions, des faux. Hein? Donc, il met en place un logiciel, voilà. Pour faire un Delacroix, il lui faut, admettons, 100 unités informatiques, 100 mégaoctets. Pourquoi? Parce qu'il faut faire rentrer toute la Bible, toute la mythologie grecque et romaine. Il lui faut une technique d'enfer.
d'un point de vue technique, c'est-à-dire dans le maniement des pigments, mais aussi dans le dessin. Et on peut s'apercevoir qu'à chaque génération, le logiciel, il a besoin d'être beaucoup plus petit. Et quand on arrive à l'abstraction américaine, pour faire un Jackson Pollock, il a besoin de 100 fois moins d'unités d'information, parce que Jackson Pollock, tu prends des couleurs, tu les fais tourner, et puis tu as un faux Jackson Pollock. Donc cette façon de montrer les choses, c'est dans le but de montrer le caractère objectif. Parce que si on voit ça en tant que jugement de goût et jugement de valeur, effectivement, tous les gens qui ont participé à ce mouvement sont des artistes. Donc à chaque fois, à chaque génération, ils ont quand même réussi à s'exprimer grâce à cela, mais avec des moyens toujours plus pauvres. Les réductions dont parle à juste titre Alain Botton sont sur d'autres plans de formidables libérations. La distinction entre le trait et la couleur, on met le trait d'un côté et la couleur de l'autre, mais ça fait vivre l'espace peint d'extraordinaire manière. Au lieu de représenter l'espace religieux métaphysique, on représente l'espace du dedans. Et la libération obtenue par ces réductions, ce sont des libérations artistiques formidables, ce sont des gains de liberté créatrice formidables. La peinture n'est pas morte du tout. Il y a de formidables peintres dans la deuxième partie. Un Rébérol, les dessins de Fred II, etc. sont des réalisations fabuleuses, dues justement à ces réductions formelles qui ont libéré les peintres de la nécessité de représenter ci ou ça. Ce que les artistes créent maintenant, c'est de la présence. Et quelle présence! Alors que dans l'œuvre de Duchamp, je ne suis pas sûr qu'il y ait le moindre effet de pure présence. Oui, si j'étais intervenu avant toi, j'aurais dit exactement ce que tu as dit maintenant et précédemment. Justement, pour dire qu'effectivement, les ruptures, les transgressions de Monet, de Courbet, se sont faites à l'intérieur de la peinture, en restant dans la peinture. La transgression n'a pas été une sortie de la peinture, au contraire, c'était une ouverture, une amélioration, etc. Mais en même temps... Pierre, attends. Non, mais juste, si tu regardes le processus de A à Z, c'est bien une sortie de la peinture, sauf que ça a pris 100 ans. Et quand tu arrives dans les années 50-60, étant donné que tout ce qui faisait la qualité d'une peinture a été évacué, on sort de la peinture. Mais mais de la peinture tout simplement, c'est-à-dire de la toile et du pigment. De la peinture classique, enfin des codes de la peinture classique, mais on restait dans la peinture, au contraire, on renforçait la peinture. Et c'est pas là le début du diable, de l'apparition du diable. Le diable est apparu quand on est sorti de la peinture pour des raisons extérieures à la peinture. Et pour moi, le diable est d'origine mécanique. Le diable est d'origine mécanique, alors que le divin, c'est du vivant. Et tout ce qui est regrettable d'ordre diabolique, c'est en effet d'ordre mécanique, c'est-à-dire des processus sociaux, des processus de toutes sortes de processus qui construisent des mécaniques de pensée, qui construisent des logiques à la fois sociopolitiques, qui utilisent l'art, qui se servent de l'art pour fabriquer de l'argent, pour fabriquer du signe social, du signe d'appartenance sociétale. Et là, c'est là que le scandale intervient, que l'absence d'art intervient, parce qu'en absence d'art, on fabrique du discours pour justifier justement l'absence d'art. Et le discours, c'est quand même des éléments de langage qui sont des codes sociaux, enfin des signes d'appartenance de classe. Il faut connaître les codes du langage pour se retrouver dans cette absence d'art. Et cette absence d'art devient signe de distinction. C'est pas n'importe qui peut apprécier un monochrome où il n'y a rien du tout, ou un frigo où il y a, je sais pas, du charbon dedans. Un frigo sur un coffre-fort. Il faut être au courant de tout un tas d'idées
acquise par une certaine classe. C'est pas n'importe qui peut acheter un urinoir à 1,5 million de dollars. Donc à la fois, c'était le génie de Duchamp de révéler ça peut-être, mais est-ce qu'il consciemment, est-ce que c'était prémédité, etc. En tout cas, le système qui s'est mis en place à partir effectivement d'idées généreuses, les gens ont constaté qu'effectivement la transgression était inhérente à la créativité, donc soyons transgressifs, soyons scandaleux, on va devenir artistique, ça va faire de la médiatisation, ça va faire de la notoriété, ça va faire de la célébrité, donc ça va faire de l'argent, et en même temps ça va servir de repère à une certaine classe sociale ou à certains intérêts de toutes sortes, financiers, spéculateurs, etc. Mais tout ça n'a rien à voir avec l'art, quoi. Alors, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, le duchampisme, je pense, a atteint sa fin, hein, qui est programmé dans Duchamp lui-même, qu'il avait prévu. Quand il a dit à Erpillon-Célie, vous faites ce que vous voulez de mon urinoir, vous le cassez, vous pissez dedans, c'est très bien. Bon, d'accord. Ça prouve déjà qu'il avait prévu la chute de ça. Mais en ce moment, il y a un regain de peinture, de retour à la peinture, à la figuration, parce qu'on a épuisé l'art du questionnement, l'art postural, l'art processualo-discursif, comme on dit, c'est-à-dire du process et du discours, d'un art qui n'est fait que pour fabriquer du discours et d'un certain discours de classe. C'est ça qu'il faut ne pas oublier ça non plus. Oui, mais alors voilà. Dans la même optique où l'art contemporain est l'explicitation, c'est-à-dire la caricature de quelque chose qui est né bien avant. Tu parlais de distinction. On est d'accord, distinction de classe et compagnie. Mais c'est la distinction, pas obligatoirement de classe, mais la distinction, au sens de Bourdieu, est déjà dans Manet et Courbet. Alors, on a parlé du nu descendant en escalier. Je vais revenir à ce moment parce qu'effectivement, c'était le moment crucial. Mais 1912, le tableau, 1913, le moment important, parce que le refus de ce tableau, il y a eu un premier refus de la part de ses frères. Donc, comme Duchamp avait une adoration pour ses frères, il y avait un côté affectif. Mais c'est pas ça qui est très important. C'est qu'en 1913, il y a l'Art Richaud aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est la première grande exposition d'art moderne aux États-Unis. Et dans cette expo, il y a 300 artistes, des artistes relativement sages, hein, Ingres, Corot, Delacroix, donc c'est-à-dire des avant-gardes, des gens acceptés. Il y a aussi des gens de l'art d'avant-garde, mais justement qui ont déjà fait leur trou. On est en 1913, les impressionnistes commencent à être acceptés, hein, depuis peu, mais ils commencent à être acceptés. Donc il y a les impressionnistes, mais il y a aussi des avant-gardes qui ne sont pas encore acceptés, hein, qui ont encore le côté scandaleux. C'est-à-dire les cubistes et les fauves, Vlaminck et Matisse. Et il y a Duchamp. Donc. Et le truc incroyable qui passe, c'est que le public, le grand public américain, parce que c'est un succès, il y a un nombre phénoménal de gens qui vont voir cette expo à New York d'abord et à Chicago ensuite. Et avec un refus, mais scandalisé, de cette peinture cubiste, fauviste. Non, oui, mais en général. Mais le truc incroyable, c'est que les gens se focalisent sur le nu descendant un escalier. Et du jour au lendemain, Duchamp devient immensément célèbre, mais en tant que risée. Il est la risée du grand public. C'est des caricaturés dans tous les journaux. On ne parle que de Duchamp, mais pour se moquer de lui. Hein?
Et en même temps, il s'aperçoit qu'il devient la coqueluche, la star des milieux modernistes new-yorkais. Vous voyez? Comment? Oui, mais dans cette concomitance, le fait d'être refusé, d'être la risée du grand public et de devenir la coqueluche de la minorité. Oui, d'accord. Mais donc là, il découvre le processus sociologique qui crée les chefs-d'œuvre. Et s'il regarde ce qu'il y a en amont, il s'aperçoit que Courbet, Manet ont fait scandale, que les impressionnistes ont fait scandale, que les fauves ont fait scandale, et qu'à chaque fois qu'une œuvre est refusée par la majorité, cette minorité peut trouver, en termes d'amour-propre, un avantage à réhabiliter l'artiste. C'est-à-dire, ça permet à cette minorité de se différencier des moutons de Panurge et de montrer son anticonformisme, sa liberté, sa singularité, et voilà. Attends. Et donc, c'est une loi sociologique. C'est une loi sociologique qui existe depuis 1850. Et à partir du moment où Duchamp comprend ça, il comprend cette loi sociologique qui implique les transgressions. Mais alors, ce qui est très important, c'est que pour vous, vous pensez que c'est les artistes qui, pour s'exprimer, sont obligés de transgresser les règles, et donc la transgression est la cause et le scandale la conséquence. Duchamp découvre que c'est l'inverse. Duchamp découvre que c'est le scandale qui est la cause et l'innovation la conséquence. C'est-à-dire qu'à chaque génération, pour obtenir scandale, les artistes sont obligés de transgresser. Tu vois la différence ? Ben là, maintenant, pour transgresser, ils vont être obligés de revenir à la non-transgression, c'est-à-dire à quelque chose... Non, mais on est bien d'accord qu'arrivé dans les années 60, le serpent se mord la queue et ça tourne au délire. Voilà. On est bien d'accord. Alors, je me souviens d'un truc à la télé par Thierry Hermann, qui est grand spécialiste du marché de l'art, et qui avait toute une théorie qui décrivait la vertu du scandale en termes de marché de l'art. Alors là, c'est vraiment un spécialiste. Il décrivait toute le côté systématique du scandale pour fabriquer de la valeur ajoutée à l'art. Bon. Et donc, on est toujours dans ce même problème qui est de l'ordre du diabolique, et le diable qui se mord la queue et qui va s'auto-dévorer, d'ailleurs, et disparaître dans lui-même. Et c'est un peu quand même là-dessus qu'on peut escompter. Le truc important qu'il faut voir, c'est que ce caractère mécanique, automatique, est déjà là avec les impressionnistes. Et que Duchamp, en 1913, n'a fait que détecter ce mouvement social. Et il a surfé dessus. Bien sûr, et même en faisant son urinoir, il a anticipé jusqu'où pourrait aller ce processus d'autodestruction, quoi. Et ce qui est important, c'est que c'est un mouvement sociologique, pas artistique. Ce qui détermine la création et la création artistique de 1850 à 1950, c'est un processus sociologique de distinction. Attends, non, c'est un objet sociologique. C'est-à-dire que les sociologues devraient vraiment s'en occuper, alors qu'ils ne s'en occupent pas, pour analyser justement tout ce qui se passe avec l'art et comment on a fait quelque chose de l'art qui n'en est pas. Et ça, c'est une origine qui peut être étudiée sociologique, mais ce n'est pas pour autant que Duchamp est un sociologue. C'est pas pour autant que Bertrand Labier est un sociologue. C'est pas pour autant que c'est autre chose. Non, Bourdieu était un sociologue. Ouais. Il a pointé un certain nombre de choses justement sur les trucs de distinction. En même temps, il s'est complètement planté par rapport à Hans Hack, avec qui il a écrit un livre
et qui fabrique de la valeur financière au niveau international, parce que Hans Hacke, c'est vraiment le type même du financial artist que Bourdieu soutenait, tu vois, c'est compliqué. Oui, non, c'est pas de la faute à Duchamp, ça je reconnais. Non, mais... Non, ça c'est pas de ta faute non plus. C'est pour ça que je t'aime bien. Oui, je voudrais qu'on aborde 2 points. On s'approche de nos dernières 20 petites minutes et le public pourra intervenir. Je voudrais développer avec nos amis 2 points. Le premier point concerne Marcel Duchamp. Si on prend chacune, entre guillemets, des œuvres de Marcel Duchamp, on peut probablement s'en gausser. L'objet d'art, la LHO au cul, etc. Mais, et c'est la thèse intéressante et troublante d'Alain Botton, si on prend l'ensemble de la trajectoire et si on ramène toutes les œuvres dans un lien entre elles, les choses peuvent avoir un regard tout à fait différent. On peut le voir, c'est très distinctement, c'est que son œuvre maîtresse, qu'on appelle La mariée mise à nu par ses célibataires même, qui est une œuvre peinte sur verre de 3 mètres de haut sur 2 mètres de large, qui est conservée à Philadelphie, qui n'est pas une œuvre seulement plastique, parce qu'elle est accompagnée d'à peu près une centaine de pages de notes qui en décrit tous les mécanismes à l'intérieur. Bon, un truc bien délirant. Et à l'intérieur de cet objet, il est question de gaz d'éclairage. Il y a un gaz d'éclairage là qui sort de la tête des moules Mali, qui descend, qui devient liquide, qui monte en haut de la mariée. Enfin, vous voyez, c'est une grosse mécanique, une grosse tuyauterie. Et donc, il y a dedans le gaz d'éclairage et la chute d'eau, ce qui font partie de la mécanique. Et la dernière œuvre posthume de Marcel Duchamp s'intitule « Étant donné, le gaz d'éclairage et la chute d'eau ». C'est-à-dire que le type, quand il a 23 ans, il fait un truc monumental qui lui prend 10 ans, qui s'appelle La mariée mise à nu, qu'on appelle le grand verre, hein, ça sera plus court, on l'appelle le grand verre, où il est question de gaz d'éclairage et de chute d'eau. Et quand il meurt, 1 an après, on découvre qu'il a planqué là depuis 10 ans une autre œuvre qui s'appelle où il est question de gaz d'éclairage et de chute d'eau. Alors soit on prend Duchamp pour un mec qui n'a pas d'imagination et qui récupère ses vieilleries de quand il avait 25 ans, soit on considère qu'il y a une cohérence et que ce qui se passe entre la mariée ou le grand verre et étant donné est une seule et même chose, et qu'on considère donc que tout ce qui se passe à l'intérieur, toute la centaine d'objets et d'interventions qu'il a fait pendant cette époque, est aussi fait partie aussi d'un ensemble cohérent. Alors bon, je ne vais pas essayer d'argumenter, ce serait beaucoup trop long. Mais ce simple fait qu'on retrouve... en plus, il faut se demander qu'est-ce que c'est que ce gaz d'éclairage et cette chute d'eau. Parce que soit c'est n'importe quoi, c'est de la poésie surréaliste, bon, pourquoi pas, mais on se demande alors pourquoi il irait l'utiliser dans sa dernière œuvre. Soit, au contraire, on peut supposer que ce gaz d'éclairage représente quelque chose, est le symbole de quelque chose, la chute d'eau, symbole de quelque chose, et que il a construit une œuvre. Enfin, moi, sincèrement, à partir de 1913, je considère que Marcel Duchamp a cessé d'être artiste et qu'il devient sociologue. Sociologue qui travaille dans le monde de l'art. C'est-à-dire qu'il a devant lui un monde un peu fermé avec des caractéristiques spécifiques. Et il va mettre en branle, il va mettre il va faire l'expérience de cette loi qu'il a découverte avec le nu descendant dans l'escalier. Et cette loi, on peut la résumer comme ça. Pour qu'un objet créé par un artiste devienne un chef-d'œuvre de l'art, il faut qu'il soit d'abord refusé par une majorité, de telle sorte qu'une minorité puisse se flatter, se caresser l'amour-propre en réhabilitant l'artiste. Et ensuite, avec son urinoir, il va mettre, il va faire l'expérience, il va mettre à l'épreuve de l'expérience cette loi.
C'est-à-dire qu'il va prendre un chiotte et il va se dire, ça, dans 50 ans, ça, si je ne me suis pas trompé, dans 50 ans, ça sera un chef-d'œuvre. Et il ne s'est pas trompé. Vous voyez ? Bon. Et donc, en 1913, quand il s'engage dans ce projet, il n'est déjà plus artiste, il est sociologue, et un sociologue ironique qui se... Oui, mais attends, quel est son propos là? Où est le message, la signification? Est-ce que c'est une signification qui sera définitivement et éternellement introuvable? C'est en ça que c'est intéressant? Ou alors, quel est le propos, quoi? Quel est le propos, c'est quand même assez hallucinant parce que, tu vois, pour comprendre la chose, il faut avoir deux choses en main. Premièrement, un urinoir ne peut pas être une œuvre d'art. C'est bien ce que tu penses. C'est aussi ce que je pense. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, l'urinoir est un chef-d'œuvre de l'art. Parce que quoi que tu en penses, il est dans tous les musées. Vous voyez ? Et la croyance est performative. À partir du moment où il y a des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui y croient, c'est un chef-d'œuvre de l'art. Donc tu as ces deux choses. Il est impossible que ça soit une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Et Duchamp, avec son stratagème, montre à quel point la compétition sociologique, le désir de distinction peut être hallucinogène, c'est-à-dire mener à des aberrations. Et il montre ça. Toi, tu saisis l'aberration, parce que tu vois cet art contemporain aberrant. Mais tu vois bien comment les choses sont retournées. C'est l'aberration qui est valorisée, qui est financiarisée. Oui, mais qu'est-ce que ça nous empêche pas, ça nous empêche pas de le voir. Oui, mais Cattelan ne fait que ça. Il ne propose que de la provocation et tourne en ridicule justement ceux qui l'adorent. Et plus il est tourné en ridicule, plus il l'adore. D'ailleurs, Duchamp le dit lui-même. Oui, mais il y a une citation de lui avec Richter où il dit « Je leur jette des choses à la figure » et il trouve ça beau. À l'intérieur du monde de l'art, mais il y a des centaines de millions de personnes qui n'ont rien à secouer de ce monde de l'art. C'est pas à l'intérieur du monde de l'art, c'est à l'intérieur d'une certaine classe. Exactement. D'initiés et qui tirent parti en termes de puissance sociale de leur langage et de leur code. Tu es à l'extérieur. Comment ? Pierre, toi, tu es à l'extérieur et tu vois cette aberration. Je suis pas à l'extérieur, moi. Non, tu es à l'extérieur de ce monde de l'art contemporain et ça te permet d'avoir une vision bien claire de l'aberration. Oui. Et cette aberration, Duchamp a montré ce caractère complètement hallucinogène du désir de distinction en prévoyant qu'il allait arriver. C'est-à-dire qu'en 1913, il prévoit qu'un urinoir, tellement les hommes sont occupés à se tirer la bourre à celui qui sera le plus anticonformiste, le plus ceci, le plus cela, que ce processus sociologique peut conduire à de telles aberrations. Est-ce que ça veut dire, Alain, que tu penses que Marcel Duchamp met au fond en abîme, il crée une sorte de mise en abîme de l'aberration ? Non, pas une mise en abîme, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il utilise l'ironie socratique, c'est-à-dire que Socrate, plutôt que de s'affronter à un contradicteur, allait dans son sens, jusqu'à ce que le contradicteur s'en mêle les pinceaux dans son propre discours et découvre de lui-même que son propos ne tenait pas. Et bien Duchamp, en proposant un urinoir en 1917, et sachant que cet urinoir va devenir un chef-d'œuvre de l'art grâce à cette loi sociologique, plutôt que de dire en 1917 que les gens sont à ce point obnubilés par la distinction sociale qui peuvent en arriver à des aberrations, plutôt que de le dire par un discours qui n'aurait pas été entendu, il le met à l'épreuve de l'expérience. Et effectivement, comme cette expérience a réussi, il nous montre
de manière socratique Non, moi, notre aberration. oui, moi, ce qui me trouble avec Duchamp, c'est quand tu me dis que finalement, il conseillait Peggy Guggenheim en achat d'œuvres. Ouais. Ça veut dire que quand même, enfin, si je peux te croire, ou si c'est qu'il aimait l'art et qu'il savait reconnaître la peinture. Écoute, c'est ça. Alors, tu vois, c'est ça qui est un peu troublant. Écoute, alors que chez les duchampistes actuels, mais tu les mets devant cela. les duchampistes radicaux, je veux dire, que tu les mets devant Fred II, mais non, mais parce que ça donne. Alain n'a que faire des duchampistes actuels. Regarde ce que dit Duchamp. L'artiste joue dans la société moderne un rôle beaucoup plus important que celui d'un artisan ou celui d'un bouffon. Il se trouve face à face avec un monde fondé sur un matérialisme brutal où tout s'évalue en fonction du bien-être matériel. Aujourd'hui, l'artiste est un curieux réservoir de valeurs paraspirituelles en opposition absolue avec le fonctionnalisme quotidien. Deuxième citation de 1955. Je crois que l'art est la seule forme d'activité par laquelle l'homme, en tant que tel, se manifeste comme véritable individu. Par elle seule, il peut dépasser le stade animal, parce que l'art est un débouché sur des régions où ne domine ni le temps ni l'espace. Tu vois bien que pour lui... Il y avait plusieurs Duchamp. Tu vois bien que pour lui, c'est une mystique, l'art, tu vois. Et, à contrario, il dit... Plus je vis parmi les artistes, plus je suis convaincu qu'ils sont des imposteurs du moment qu'ils ont le moindre succès. Ceci veut dire aussi que tous les chiens autour de l'artiste sont des escrocs. Si vous voyez l'association qu'il y a entre les imposteurs et les escrocs, comment êtes-vous en mesure de conserver quelque espèce de foi et en quoi? Et ça, il écrivait ça à Catherine Dreyer, pour qui il travaillait. Et alors celle-là, elle est terrible. Méfiez-vous des artistes, les artistes sont des bêtes. Tous les artistes depuis Courbet ont été des bêtes. Tous les artistes devraient être internés pour hypertrophie de l'ego. Courbet a été le premier à dire « Acceptez mon art ou ne l'acceptez pas, je suis libre ». C'était en 1860. Depuis cette date, chaque artiste a eu le sentiment qu'il devait être encore plus libre que le précédent, si je m'y retrouve. Les pointillistes plus libres que les impressionnistes, les cubistes encore plus libres, et les futuristes et les dadaïstes plus libres, plus libres, plus libres. Ils appellent cela la liberté. Les ivrognes sont mis en prison. Pourquoi l'ego des artistes devrait-il être autorisé à dégorger et à empoisonner l'atmosphère? Ne sentez-vous pas cette puanteur? Ce qui prouve qu'il y avait plusieurs Marcel Duchamp. Eh oui, c'est ça. Et comment se fait-il que Marcel Duchamp, avec tout ce qui vient de Dieu, soit la maître à penser de tous les institutionnels, les fonctionnaires et les spéculateurs? C'est-à-dire à la fois ça et le contraire. C'est facile, c'est très compliqué, ça. C'est pas de la faute de Duchamp, compliqué. peut-être. Je vous propose d'aborder un dernier point. Il nous reste 4-5 minutes. C'est une proposition de réflexion. Au Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle, les artistes sont des artisans, complètement intégrés à la société. À partir du XVIe siècle, petit à petit, la distance se fait entre l'artiste et la société. Grosso modo, je simplifie, à partir des années 1860, la cassure se fait entre les artistes et la société. Van Gogh fout le camp dans la folie, Gauguin part aux îles Marquises, et petit à petit, la bourgeoisie, je fais court, enlève l'art de toute l'éducation artistique. Liberté au début du XXe siècle, créativité absolue. Le grand public ne s'y retrouve plus, il est paumé. La cassure se fait entre l'art et le grand public. Elle existe encore aujourd'hui. On est en 2017, le grand public commence à peine à intégrer les expressionnistes du début du XXe siècle. Question, est-ce que Marcel Duchamp n'a pas, d'une certaine manière, précipité l'écart entre le grand public et la création artistique? Est-ce qu'il n'était pas l'homme au bon moment, à savoir l'époque où la société va d'un côté, sociologue dit Alain Botton, et puis la création artistique de l'autre. Création artistique entre guillemets, j'ai commencé d'enseigner dans une école d'art, c'est devenu une école de design, puis l'école de design, j'ai tourné la page, est devenue une école liée à l'école de commerce. Autrement dit, il n'est pas impossible que la cassure aujourd'hui soit extrêmement importante
et que donc un Marcel Duchamp fasse partie comme égérie de ceux qui ont fait bouger les choses, pas nécessairement dans le bon sens. Y a-t-il des questions? Y a-t-il quelqu'un? Pas nécessairement une question. Est-ce que si quelqu'un veut dire quelque chose, n'hésitez surtout pas, il nous reste très peu de temps, mais... Merci. Je voudrais revenir sur le caractère créatif des œuvres, caractère créatif, la créativité. L'urinoir n'est plus une peinture, on pourrait dire que c'est une sorte de statue. Si je prends une comparaison entre un ready-made de Duchamp et une création de notre artiste comme Picasso, par exemple, qui prend des objets de la vie quotidienne et qui en fait autre chose, et qui en fait un objet créé par lui-même, il prend une selle de vélo et un guidon de bicyclette et il en fait une tête de taureau. Là, je devine, je vois, je suis le mouvement créatif de l'artiste. Quand je prends l'urinoir de Marcel Duchamp, pour moi, c'est une pochade d'étudiants plein d'ironie et sans doute avec une imagination créative à sa mesure. Mais je ne vois pas apparaître la main de l'artiste et le mouvement de création. C'est pourquoi je vous disais qu'à partir de 1913, il ne faut pas considérer Duchamp comme un artiste. Les objets, chacun des objets ready-made a un sens hyper précis, mais pas un sens artistique. Il n'est pas de l'ordre de la création artistique. Donc, effectivement, les gens qui aujourd'hui prennent Marcel Duchamp comme un grand artiste initiateur, l'artiste le plus influent du XXe siècle, doivent développer un discours qui permet à ces objets d'être intégrés dans le monde de l'art. Mais ça ne veut pas dire du tout que Marcel Duchamp a la prétention, quand il crée ces objets, de faire un acte artistique créatif. Hein. C'est ses descendants qui ont essayé de... Et d'ailleurs, les contorsions philosophiques qu'il faut pour intégrer un chiotte au domaine de l'art sont assez drôles. D'ailleurs, si je vous conseille de lire ce livre, c'est justement toutes ces contorsions, ça vaut le détour. Mais lui, Marcel Duchamp, ne se sent pas du tout artiste à partir de 1913. Sociologue. Autre intervention? Et moi, juste une question définitive, ce qui m'interpelle dans l'œuvre de Marcel Duchamp, c'est qu'en mettant ce pissoir, enfin cet urinoir, dans un musée, en définitive, il impose le fait que ce qui est dans un musée devient une œuvre d'art. Et donc, c'est le problème du discernement des individus, enfin des personnes, par rapport à ce qu'on leur présente. Et c'est la question qui me... Il y a un peu cette idée, Jacques, il y a un peu cette idée, comme Freud disait, que le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Il y a un peu cette idée que, puisque personne n'y comprend plus rien, je décide que ceci est une œuvre d'art. Point. Ceci pouvant être un urinoir ou autre chose. Je décide que ceci est un urinoir. Non. Duchamp propose l'urinoir de telle sorte que ça lui soit refusé, parce que quand il propose l'urinoir... Stratégie. Et donc, il sait qu'à partir du moment où ça a été refusé, demain, après-demain, ou dans 30 ans, ou dans 50 ans, il y aura une minorité pour réhabiliter cet objet, pour se distinguer. Donc, ce n'est pas l'artiste qui décide de dire « ceci est une œuvre d'art ». Duchamp n'a pas cessé de dire « ce sont les regardeurs qui font les œuvres ». Et il a très bien compris que c'est l'ensemble sociologique qui crée les œuvres. Et ils peuvent le faire à partir de n'importe quel objet. Alors évidemment, c'est facile de créer une œuvre à partir d'un tableau de Gauguin ou de Van Gogh, puisque le créateur de l'objet l'a fait dans cette optique-là. Ce que prouve Duchamp, c'est que n'importe quel objet peut devenir une œuvre d'art si le public veut le voir ainsi. Ce n'est pas l'artiste qui crée l'œuvre, c'est le processus sociologique. Mesdames et messieurs du public lyonnais, voyez ce qu'il vous reste à faire. Là, j'ai quelque chose... Ah, allez-y alors.
Oui, il y a une question. Quand on lit les réflexions de Duchamp, on est quand même très surpris, et vous l'avez dit plusieurs fois, de la compréhension qu'il a des œuvres d'art. Et nous, avec 50 ans ou 60 ans de recul, on se dit, mais il avait tout compris dans les années 20, ses réflexions. Bon. Maintenant, une question plus précise sur cet urinoir qui est considéré, vous l'avez dit, comme une œuvre essentielle du XXe siècle, qu'un chef-d'œuvre du XXe siècle. Est-ce qu'un chef-d'œuvre peut être fait par un non-artiste? Première question. Et deuxièmement, si vous dites qu'à partir de 1930, Duchamp n'est plus un artiste mais un sociologue, alors de quoi, je veux dire, est-ce que c'est possible que tout le public se soit trompé comme ça, ou que lui soit très intelligent pour en faire après? Je veux dire, il devient dans la storia, comme vous avez dit, c'est-à-dire que sa peinture ou son art, hein, parce que c'est pas la peinture, devient plus que de la storia, et puis on vient sur l'art conceptuel. Non, mais le truc, c'est que lui, ce qu'il a compris, c'est le processus sociologique. Et que ce processus sociologique est capable d'intégrer en tant qu'œuvre d'art, c'est-à-dire de n'importe quel objet, à partir du moment où il est refusé. Vous voyez? Et en plus, c'est pour ça que Pierre, avec son truc diabolique, et où on voit bien que ça s'accélère. À partir des années 40-50, tout s'accélère, au point que dans les années 60, il n'y a même plus besoin de faire scandale. Le scandale est enseigné dans les écoles, comme disait Christian. Donc là, ça devient... C'est le serpent qui se mord la queue. Mais les artistes qui, de 1917 à 1960, ont continué dans la peinture, ceux qui sont restés à la postérité ont tous débuté par un refus et par des scandales. Et c'est ce processus sociologique qu'a compris Marcel Duchamp. Ce n'est pas la qualité de chaque artiste. Alors permets-moi de te parler là. Effectivement, l'art contemporain, c'est un art de la communication. Et la communication, ça se fait avec la transgression, du scandale, de la provocation, du spectaculaire, etc., de l'absurde, etc. Et ce qu'on enseigne effectivement en école d'art, c'est de la communication, c'est-à-dire toutes les techniques, et l'histoire des techniques de scandalisation, d'obscénisation, etc. Bon, et quand Duchamp dit c'est le regardeur qui fait l'œuvre, c'est pas vrai. C'est pas le regardeur qui fait l'œuvre selon lui, c'est le discoureur, le commentateur, le médiateur. C'est-à-dire, c'est pas le regardeur. Les fonctionnaires de l'art institutionnel ne regardent pas les œuvres. Moi, j'en ai vu qui traversaient des directeurs de fac, etc. Ils ne regardent pas. Quand il y a de la peinture, ils ne regardent pas. Tu veux toujours Mais par contre, ils sont très au fait des techniques, si tu veux, des stratégies de discours qui génèrent du discours, de l'art postural, de l'art conceptuel, de l'art questionneur sociétal. Ça c'est très bien, mais ça. tu fais toujours cette coupure. Ils ont toujours des sujets qui sont extérieurs à la peinture, qui sont extérieurs à la poésie. Ça n'est pas de la poésie, tu vois. C'est du calcul intellectuel. Et le calcul intellectuel, c'est du mécanique. C'est pour ça, moi, je dis que c'est du diabolique. La poésie, c'est de l'individuel. Oui. C'est de